Bonsoir ou rebonsoir, nous vous recevons donc. Rebonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Vous êtes Salomé Zourabichvili, la présidente de la Géorgie, chef d'un État qui fait face à la Russie, comme l'Ukraine. On va parler de votre candidature à l'Union européenne, de la même façon qu'on va parler de l'Ukraine dans quelques instants. Beaucoup de choses se jouent dans la guerre. Actuellement, on se bat à Avdiivka, on se bat à Bakhmout. Est-ce que vous estimez que les Ukrainiens arrivent, on va parler d'abord du terrain, à tenir en échec la Russie ? Absolument. Nous sommes maintenant à 1 an et demi passé de cette résistance ukrainienne, dont beaucoup pensaient au départ que ça ne durerait pas, que ce jeune président peu expérimenté allait craquer. C'est ce que pensait d'ailleurs le président Poutine, je pense. Que sa manœuvre psychologique avec des kilomètres de chars allait venir à bout très rapidement. À un moment donné, même les Américains ont pensé la même chose en lui proposant une porte de sortie. Et c'est frappant que vous disiez cela parce que plus tard dans l'émission, on entendra Charles Michel, le président du Conseil européen, qui dit que par 3 fois, il a proposé à l'époque à Zelensky de partir et Zelensky a refusé. Oui, parce que je pense que les Occidentaux en général n'étaient pas assurés que ce jeune président qui venait d'un autre monde, le monde de la scène, allait résister, et il s'est révélé extraordinaire. Moi, je dois dire que je suis une admiratrice sans réserve, parce que je sais, dans un pays comme ça, exposé directement, comme ça demande de tempérament pour pouvoir à la fois résister sans sombrer dans des excès autres. Il a su mener tout cela, et ce qui est très important, c'est que il n'y a pas de division à l'intérieur de la société ukrainienne, ce qui est aussi très très rare, je dirais, de nos jours, de maintenir, et moi je parle d'un pays qui est très polarisé, donc je peux faire la comparaison, de maintenir cette unité dans les moments les plus difficiles. Est-ce que les Européens sont déterminés? Un peu plus tard dans cette émission, donc Charles Michel, c'est le président du Conseil européen. Oui, il est pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, dans l'Union européenne, mais en 2030. C'est loin pour les Ukrainiens 2030. Pour vous, ça risque d'être encore plus tard. Non, je pense que ça sera en même temps, que cette année, ça sera 2030 ou 2031 ou 2029, ça je n'en sais rien. Mais je pense que cet horizon, il est pour le prochain, comme il y avait à l'époque, Big Bang, c'est-à-dire que les prochains à entrer entreront à peu près ensemble. Nous sommes le trio, la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie. D'ailleurs, le trio a été créé un peu chez nous. Et l'idée que je trouve très intéressante de Charles Michel, c'est que 2030, c'est plus ou moins l'horizon qui se fixe pour l'élargissement, mais il envisage, ça sera peut-être plus lui qui sera là, mais l'idée, c'est d'associer ces nouveaux candidats au fur et à mesure dans les conseils européens thématiques en fonction des dossiers sur lesquels ils sont prêts. Par exemple, je sais pas, je parle pour la Géorgie, ça serait les transports, parce que les transports sur la mer Noire, l'infrastructure, c'est des choses sur lesquelles nous sommes directement intéressés. Sans droit de vote, bien sûr, mais cette association par avance permet de préparer mieux les candidats à ce qui les attendrait le moment venu. Est-ce que vous en attendez une aide, y compris militaire? Il faut lire le traité sur l'Union européenne, qui est quand même très intéressant. On pense toujours que l'Union européenne n'est que politique et pas militaire. Or, il y a une dimension militaire. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États lui doivent aide et assistance par tous les moyens, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur l'aide à un pays en légitime défense. Le paragraphe qui suit montre que quand même on se réfugie assez vite sous le parapluie de l'OTAN. Bien sûr. Voilà. Les engagements et la coopération dans ce domaine, etc., souscrits au sein de l'OTAN, qui reste pour les États qui en sont membres le fondement de la défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. Mais quand même, on voit qu'en entrant dans l'Europe, même comme candidat, vous vous rapprochez du parapluie. C'est très intéressant de voir que on a reçu donc cet accord, cette recommandation de la Commission qui doit encore être avalisée par le Conseil européen. Et il y a eu un sondage immédiatement en Géorgie sur le sujet. Les 80% de soutien à l'Union européenne sont passés à 85%. Et je ne me souviens plus du chiffre exact, mais une très grande majorité, quand on leur demande pourquoi, c'est la sécurité. Avant la prospérité, le développement économique, ce qui attire dans l'Union européenne, c'est le sentiment qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on est protégé. Pas forcément par une aide militaire, c'est plutôt le sentiment que de l'autre côté, la Russie n'ose plus.
Est-ce que la Russie, précisément, est en train, comme on dit de façon un peu triviale, de nous chercher quand ils bombardent simplement de l'autre côté de la rive, enfin, sur l'autre rive du Danube? Ah, là, les Roumains, évidemment, ont des bombes sous leurs yeux. Est-ce qu'ils sont en train de tenter peut-être le pire? Je crois que je serais à leur place, je ne tenterais pas. Mais je crois que pour le moment, la ligne résiste très très bien. Ils font, comme d'habitude, du psychologique, des intimidations sur tout le monde, sur les États baltes, sur les Roumains, sur tout ce qui est un peu à la frange. Mais ils se sont bien gardés de franchir cette ligne qui passerait à autre chose. Et je ne pense pas qu'ils osent. Est-ce que les Occidentaux ont été endormis? Il faut rappeler la Géorgie, c'est un peu comme l'occupation de la Crimée par la Russie. On n'en parlait presque plus depuis 2014. Beaucoup, vous seriez allé dans la rue il y a 2 ans, 2 ans et demi, les gens auraient pensé, bah, la Géorgie, oui, c'est une affaire à peu près classée. Beaucoup de gens avaient oublié. Oui, mais ça, c'est un ouvrage français qui décrit très très bien, c'est Les Aveuglés ou l'aveuglement De Sylvie Kaufmann. de Sylvie Kaufmann, qui décrit très bien cette situation dans laquelle, parce que on voulait s'accommoder de la Russie, on voulait pas la voir telle qu'elle était, on préférait traiter avec elle et penser qu'on allait la changer. Tout ça, ça explique. Et puis à un moment donné, où on est devant la réalité, qui est que la Russie ne change pas, et que la Russie se montre en Ukraine sous son jour le plus véritable, le plus dénué de toute dissimulation. Et donc là, il n'y a plus moyen de se tromper soi-même. Est-ce que l'argent russe et l'argent du pétrole en particulier a aidé? C'est-à-dire, est-ce qu'un certain nombre de personnalités françaises ont été arrosées? Alors, arrosé, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a eu, de la même façon qu'en Allemagne, le gaz a été un des conducteurs de l'influence russe, de la même façon en France, je ne sais pas si c'est le pétrole, c'est un mélange sans doute de pétrole et de ce qui était le romantisme français, de penser que la Russie, et qu'entre la Russie et la France, il y avait une espèce d'histoire d'amour jamais consommé, mais voilà, tout ça ensemble a fait cette espèce de complaisance. Ça, vous l'avez observé, vous êtes une extraordinaire francophone, vous êtes sans doute une des personnalités les mieux placées pour observer cela, n'est-ce pas? Moi, je l'ai certainement observé. Moi, j'étais française avant, plus française, moins. Et donc, je suis un peu les deux, et je l'ai observé puisque j'ai été pendant un temps au Quai d'Orsay, et un long temps au Quai d'Orsay, et qu'il y avait là aussi une espèce de ligne de scission entre ceux qui voulaient à tout prix penser qu'avec la Russie, on pourrait trouver un jour un espèce de grand accommodement, et ceux qui, par exemple, sur le gaz, ça fait longtemps, mais il y avait une grande discussion sur le fait de savoir si la France devait accroître sa dépendance, acheter plus de gaz russe, ou s'il fallait éviter. Et finalement, on s'en porte bien de ne pas avoir accru cette dépendance. Craignez-vous le retour de la lâcheté? On entend des voix, y compris, on verra plus tard dans cette émission, des gens qui sont plutôt sympathisants de l'Ukraine. Le président tchèque qui dit peut-être que l'heure de négocier viendra. Négocier, ça veut dire avec Poutine. Est-ce que vous craignez ça? Non, parce que je ne pense pas que... quand même, tout le monde ajoute en disant que c'est à Zelensky de décider à quel moment est-ce qu'il pourrait y avoir... Évidemment qu'il y aura des négociations à la fin. Avec qui? Alors ça, c'est une autre question. Mais tout se termine toujours par une négociation pour acter le résultat final. Et moi, je ne pense pas Pas que nécessairement, avant... pardon. Si on mène la guerre jusqu'à libérer le dernier centimètre carré, y compris de la Crimée, il n'y a pas de négociation. Simplement, par la guerre, on récupère. Si, il y aura des négociations parce qu'il faut à un moment donné que la Russie, et faire accepter à la Russie, et par la négociation, pas par certains disent il faut la détruire jusqu'au bout, mais c'est par la négociation qu'il faut lui faire accepter de devenir un État qui renonce à occuper les territoires des autres. C'est ça l'enjeu de la négociation finale. C'est pour ça que moi je suis optimiste, parce que cette négociation finale doit inclure les territoires occupés en Géorgie, doit inclure le retrait de Transnistrie. Il ne s'agit pas simplement de Zelensky qui récupère tout le territoire ukrainien qui est évidemment
le but principal, mais il faut que la Russie rentre dans ses frontières. Ce que vous dites ici est très important. Vous imaginez que, et on a bien compris que dans votre esprit, c'est à la fin de la guerre, qui est un accord général, une négociation générale qui porte sur tous les territoires occupés indûment par la Russie, y compris en Géorgie. C'est très simple. Tant que la Russie occupera 1 km² du territoire de quelqu'un d'autre, cette Russie ne sera jamais le partenaire qu'on continue à vouloir redécouvrir d'une, comme on l'appelle, une nouvelle architecture européenne de sécurité. Ça ne passe que par la normalisation de la Russie qui est j'ai des frontières, je les respecte. Ce n'est qu'après qu'on peut traiter de voisins, de respect, de coopération. Nous avons toujours été, la Géorgie a toujours été prête à avoir des relations de voisinage normales avec... moi, j'ai été celle qui négociait avec Lavrov le retrait des bases militaires russes, et c'était le début justement d'une normalisation des relations. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez, comme un certain nombre de Polonais, de Baltes, que le mouvement suive, c'est-à-dire que demain, des Tchétchènes, des Bouriates, des Sibériens, eux aussi demandent leur liberté? Moi, je n'espère rien du tout. Si chacun, c'est à chacun de décider de son avenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a une Russie avec ses frontières et qu'elle doit commencer par respecter ça. Si après-demain, il y a d'autres mouvements qui se dessinent, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Je ne suis pas sûr que ça soit pour maintenant. Et il y a un petit peu ce côté qui a déjà été utilisé du temps de la fin de l'Union soviétique, qui est la menace induite en disant si jamais on oblige la Russie à reculer, ça va être l'explosion dont tout le monde a très peur parce qu'on se dit comment ça va se terminer. La Russie... C'est pas d'explosion, c'est revenir à une normalisation avec des frontières respectées. La Russie bluffe sur le nucléaire notamment? Je crois que oui. Et on se fait prendre au bluff? Les opinions se C'est très laissent prendre? difficile. Moi, dans le temps aussi, j'ai beaucoup traité des questions nucléaires. Et sur le nucléaire, c'est très difficile de dire c'est du bluff et donc je ne prends pas ça au sérieux. On est obligé de maintenir quand même la prudence et la... Est-ce que vous espérez, au fond de vous-même, que Poutine et Xi, d'ailleurs, seront un jour jugés? Ça paraît très loin. Xi Jinping, génocide sur les Ouïghours. Vladimir Poutine, accusé pas seulement de crimes de guerre, mais de crimes contre l'humanité. Est-ce que votre vœu personnel, c'est que ces hommes soient jugés? Évidemment, Poutine au premier chef, c'est lui qui vous concerne. Moi, personnellement, et en mon fort intérieur, je pense que ça serait un résultat... normal de l'histoire et qui remettrait un certain nombre de choses en place. Si vous me demandez maintenant si je pense que c'est réaliste, je pense que non. Pourquoi? Parce que je pense que nous vivons dans un monde où cela ne se produit pas, on n'est pas dans le monde Alice. Est-ce qu'on peut quand même avoir des gestes un peu plus, comment dire, décidés de la part des Européens? Il est par exemple toujours, n'est-ce pas, il est chevalier, il est Grand Croix plutôt, Oui, Grand Croix de la Légion d'honneur. Il faudrait la lui retirer à Vladimir Poutine? Oui, ça sans doute. Mais surtout, moi, je crois que c'est pas très important de savoir si c'est Poutine ou quelqu'un d'autre. C'est un système. Et ce qui est important, après lui, qui risque de demeurer après lui. Sauf si on les oblige à renoncer à ce qui est la partie impériale d'eux-mêmes, c'est-à-dire à rentrer dans leur normalité. Moi, je ne trouve pas d'autre mot. Tant qu'on laissera la Russie être impériale et se conduire en impérialiste, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra et qui agira de la même façon. Les systèmes ont leur propre logique et les systèmes totalitaires, autoritaires, encore plus. Aujourd'hui, on voit à quel point on a besoin des Américains en termes de sécurité. On le voit au Proche-Orient. En réalité, ce sont eux qui dépêchent les 2 porte-avions, plus le sous-marin, plus 60 000 hommes, je crois qu'ils ont au total dans la région. Vous qui êtes plus à l'est de l'Europe, est-ce que vous ressentez cela? Oui, mais en même temps, on voit que l'Europe, sans avoir pris toute la mesure de sa dimension de sécurité et de défense, ce qui est une vieille histoire qui va lentement, mais commence à se doter, elle aussi, de moyens beaucoup plus efficaces et militaires. Quand on voit ce que fait la Pologne, le rôle qu'elle a joué vis-à-vis de l'Ukraine, quand on voit les États baltes aussi, même la République tchèque,
on voit que l'Est de l'Europe a pris conscience de la nécessité qu'ils savaient déjà, parce que pour eux aussi, comme pour nous, l'Union européenne, c'était d'abord la sécurité. Un mot sur la France encore. Vous êtes à la fois très française et évidemment présidente, chef de l'État de Géorgie. Vous êtes un peu comme le Huron de Voltaire. Vous voyez les choses un peu maintenant de haut. Comment est-ce que vous observez l'attitude de la France? Elle a pas mal varié sur le sujet. Elle a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Après, elle a été beaucoup plus dure, notamment à Bratislava. Comment est-ce que vous jugez l'attitude de la France? Moi, je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, les principaux soutiens de la candidature géorgienne, ukrainienne, moldave, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est ceux qui hier, à Bucarest par exemple, avaient bloqué la candidature à l'OTAN. Donc il y a eu un très grand chemin de fait qui est justement la fin de l'aveuglement. Je pense qu'il y a une vision beaucoup plus claire de où sont les enjeux, de qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre. Et ça a débloqué en réalité ce chemin de l'élargissement pour ces pays. Et ça, je crois que c'est une très grande avancée. Madame la Présidente, merci beaucoup. On va voir dans quelques instants avec Charles Michel, le représentant de l'Union européenne. J'aurais préféré qu'il y ait Charles Michel après moi, plutôt que le représentant de l'ambassade de Russie. Alors, on entendra effectivement le représentant de l'ambassade de Russie, puisque un des développements, c'est que la Russie et la Chine sont en train de jouer leur jeu, et l'Union européenne va rencontrer la Chine. On verra si une négociation est imaginable, même avec la Russie, ou s'il faudrait par exemple rompre les relations diplomatiques. Vous seriez pour rompre les relations diplomatiques avec la Russie? Nous n'avons pas de relations diplomatiques avec la Russie depuis l'occupation et la reconnaissance, soi-disant, de l'indépendance des territoires. Est-ce que ce serait un modèle pour l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une forme de courage européen qui serait vraiment de rompre complètement les amarres, les relations diplomatiques avec un pays accusé de crimes contre l'humanité? Je crois que dans notre cas, puisque le pays et le territoire est occupé, c'est tout à fait légitime et que ça répond à une position de principe. Je ne crois pas que l'ensemble que représente l'Union européenne, pour elle, ça soit un choix. L'Union européenne doit être présente partout. La diplomatie, ce n'est pas la complaisance et ce n'est pas céder. La diplomatie, ça peut être de tenir des principes et des positions. Merci madame. Diversité des avis. On se retrouve dans un très court instant après cette interruption. À tout de suite.